Netflix en ce moment, franchement, vous nous régalez. Yo les dos, on m'appelle Steven Darmieux et aujourd'hui je me suis enclenché pour vous donner mon avis à chaud sur White Lines, la nouvelle série par le créateur de La Casa de Papel, Alex Pina, mais aussi le producteur de The Crown sur Netflix qui est donc David Harris. Et franchement, cette série me tentait beaucoup parce qu'avoir une production anglaise plus avoir un créateur espagnol d'une série de marque un petit peu comme ça qui s'allie pour donner un bien commun sur Netflix. Évidemment, Netflix a accepté et ils ont évidemment dans leur argumentaire joué sur le succès de La Casa de Papel. Ça ne pouvait pas, je pense, se refuser. Quand Alex Pina, le showrunner du moment, propose une nouvelle série à une plateforme, les gars sont obligés de dire oui. Du coup, si vous n'avez pas encore commencé White Lines, ça parle tout simplement de Zoé, qui est une mère de famille qui habite donc à Manchester depuis des années, qui a une vie solide là-bas, qui décide de repartir à Ibiza pour découvrir en gros pourquoi son frère est mort il y a 20 ans, qui l'a tué en gros, et surtout apprendre à le connaître parce que elle apprend petit à petit que finalement le frère qu'elle connaissait n'est pas forcément celui qu'il est devenu à Ibiza. Et ça fait plaisir déjà pour commencer une série de voir tout simplement qu'il y a quand même de nouvelles têtes. C'est vrai que Alex Pina généralement, même les productions espagnoles en général, des trucs comme ça, ils nous mettent un petit peu tous les mêmes acteurs. On a souvent Denver, on a souvent des acteurs d'élite qui reviennent aussi. Et là on a des nouvelles têtes entre guillemets, pas trop des nouvelles têtes quand même, parce qu'on a notamment Laura Haddock, que je n'avais pas reconnue, mais qui en faisant quelques recherches, j'ai vu qu'elle avait joué dans Transformers Last Night, ou encore elle a joué la mère de Peter Quill, je crois, dans Les Gardiens de la Galaxie, et je l'avais vraiment pas reconnue, et elle s'en sort plutôt bien, franchement. On a aussi Daniel Mays, qui était aussi présent sur Prime Video dans Good Omens, et cette fois on le retrouve ici dans le rôle de Marcus, qui est vraiment, je pense, le personnage que je kiffe le plus, mais bon, on en reparlera un petit peu en partie spoiler, hein. Du coup, pourquoi cette série est intéressante? Parce qu'elle arrive tout simplement à se dégager des autres en créant vraiment une identité tout simplement unique, je trouve, de par son ambiance, de par ses décors qui sont somptueux. Les plans se font un petit peu tout seul parce que quand t'es à Ibiza, t'as des décors qui sont insane. T'as juste à savoir où tourner finalement. T'as plein de lieux magnifiques, je pense. Je n'y suis pas encore allé malheureusement. Mais en tout cas, on a vraiment des paysages qui font rêver. Les scènes en elles-mêmes sont très marquantes, je trouve, parce qu'on a notamment des scènes de soirée qui sont très marquantes visuellement. On a beaucoup de déjantement, je sais pas si ça se dit. On a beaucoup un peu de macabre aussi. Il y a beaucoup de couleurs, tout est assez excentrique, qui fait que ça donne une mise en scène qui est assez unique, assez originale aussi, et on retrouve vraiment l'ambiance que tout le monde se fait un petit peu d'Ibiza, la joie et la fête. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'ils ont très bien retranscrit à l'écran en début de saison, parce que on va voir en fait la série du point de vue de Zoé, donc l'actrice principale, le personnage principal, qui, quand elle va arriver à Ibiza au tout départ, on va voir des gens qui vont rire, qui vont s'amuser, on va voir des gens qui baissent tout simplement, on va voir des gens qui boivent, qui se droguent, et en fait c'est vraiment ce début de saison dans l'optique de nous montrer cette joie de vivre à Ibiza, comment les gens sont différents par rapport aux gens normaux entre guillemets, comment ils vivent, et au fur et à mesure de la saison on va un petit peu progresser toujours du point de vue donc de Zoé, qui elle va se poser plusieurs questions, qui va elle aussi plusieurs fois changer. Il y a une vraie quête de la personnalité dans cette série. On va se rendre compte très vite que l'ambiance elle a changé, que tout simplement on passe d'un point de vue assez joyeux à un point de vue un peu plus dramatique, notamment par la mort donc de Axel, qui est traité assez spécialement, mais pas trop quand même, je vais m'expliquer. J'avais pour idée en commençant cette série qu'on suivrait tout simplement une enquête policière, une intrigue mystérieuse, voilà, qui nous dévoilerait qui est le fameux meurtrier de Axel dans cette série. Finalement, c'est ce qui se passe un petit peu, mais on n'est pas vraiment concentré à 100% sur l'intrigue de la mort d'Alex, je ne sais plus. Sur la mort d'Axel du coup, parce que on va se concentrer finalement sur les relations entre personnages pour savoir un petit peu comment ça s'est passé 20 ans avant, parce que on va suivre donc deux trames scénaristiques dans cette série. Il va y avoir une trame scénaristique dans les années 90 qui se passe donc à Manchester et Ibiza en gros. On va vraiment voir tous les personnages jeunes, comment ils étaient, quel était leur rapport entre eux, tout ça, etc., leur occupation. Et on va suivre de nos jours en 2020. Et c'est bien parce que ça va pouvoir nous donner la capacité de comparer entre les deux époques, de voir l'évolution des personnages, mais surtout, comme je disais, de voir la relation entre personnages. Et du coup, cette relation des personnages, elle va nous permettre un petit peu de se poser des questions, de se dire, lui, tiens, pourquoi est-ce qu'il l'aurait tué? Quels sont ses buts? Quelles sont ses ambitions? Et en fait, l'intrigue, comme tout polar un petit peu dramatique, va nous mener un petit peu en bateau 2-3 fois, on va se poser beaucoup de questions. Les fans de La Casa de Papel, évidemment, vont être contents. On retrouve certaines choses au niveau de l'ADN de La Casa de Papel, au niveau du schéma scénaristique notamment. On va avoir du coup cette fameuse
fameuse voix off du personnage principal, donc de Zoé, qui va à chaque épisode faire une voix off pour nous raconter un petit peu ses états d'esprit, pour nous raconter des choses qui n'auraient pas été possibles entre guillemets de par des simples dialogues. Et c'est quelque chose donc que l'on retrouve dans la Casa de Papel. Je vais pas vous faire un dessin, je pense que vous connaissez très bien, avec Tokyo qui est donc la narratrice principale de la Casa de Papel, et c'est donc ici Zoé qui va s'en charger. Comme je le disais, il y a des scènes aussi qui sont marquantes visuellement, qui sont impactantes. C'est quelque chose qui était aussi présent dans la Casa de Papel, d'avoir une identité propre, hein, notamment la Casa de Papel, c'était un petit peu les masques de Dali. Ici, ils ont fait toute une mise en scène autour des DJ, un petit peu, des choses comme ça. Il y a 2-3 images, quand on pense à White Lines dans la tête, on les voit de suite s'afficher. Je reviendrai évidemment sur chaque personnage, ou presque, dans la partie spoiler, mais ce que je peux dire pour l'instant, c'est qu'il y a une variété de personnages qui est insane. Ils sont tous variés, ils sont très différents, et c'est ça qui est assez insane, c'est de voir comment, je sais pas, un mec qui fait du yoga et qui est à fond dans la spiritualité, dans les choses comme ça, je n'y connais rien du tout, va être pote avec un mec qui est très terre à terre. Et c'est ça qui est intéressant justement dans ces personnages, c'est qu'ils sont tous complémentaires, et souvent ça arrive, un personnage a besoin d'aide, il va appeler un autre personnage, il se trouve comme par hasard que cet autre personnage a les compétences ou a le savoir pour régler le souci de l'autre, et finalement ça va former un duo assez sympathique, et il va y avoir des scènes sympas à l'écran, et donc ça fonctionne plutôt bien. On a aussi des Roumains dans cette série qui sont liés plus ou moins à des affaires de drogue entre guillemets. Toutes leurs scènes sont exceptionnelles, vraiment. Du début à la fin, toutes leurs scènes sont drôles. On a des musiques, au début on a Noma Nomaye de Ozone, je sais plus comment... D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment ça le titre de Ozone, Noma Nomaye? Ouais, ça s'appelle vraiment comme ça. Bref, du coup, je vais passer en partie spoiler. N'hésitez pas à regarder cette série, en plus de mettre le petit pouce bleu, évidemment, si ça vous a plu. Pour moi, cette série, c'est un grand oui. En plus, je pense évidemment que la série va être renouvelée encore pour plusieurs saisons. On parle donc de Alex Pina et du producteur de The Crown, qui sont quand même deux grosses figures en ce moment des séries sur le SVOD français et anglais et international en gros. Deux véritables phénomènes, donc, que l'on n'est pas prêt d'abandonner, je pense. Donc, si vous voulez pas rater peut-être éventuellement un élément majeur de Netflix, pensez à regarder cette série parce que je vous annonce, et vous l'avez entendu ici en premier, cette série annonce du lourd. Bref, comme d'habitude, je remercie tous les dos ayant contribué au visionnage des dernières pubs sur mon Utip. On est bientôt 8000 abonnés, c'est insane, donc merci encore une fois énormément. Et c'est parti, on spoil. How long you here? Depends. Alors j'ai bien aimé finalement que ce soit Auriol qui soit suspecté du début jusqu'à quasi la fin du meurtre donc de Axel, parce que c'est lui qui avait effectivement le plus gros mobile, en tout cas de ce qu'on connaissait, pour justement commettre ce meurtre. Mais j'ai détesté la façon dont ils ont tourné Auriol. Je pense qu'il y avait beaucoup plus à faire avec ce personnage. Il a plusieurs choses qui rentrent en jeu, il a un complexe d'infériorité qui rend le personnage psychologiquement hyper intéressant, je trouve. Et en plus de ça, il a quand même des petits trucs, comment dire ça, qui sont pas trop ouf quoi. Voilà, il a envie de coucher avec sa mère. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Et à ce sujet, justement, j'aurais aimé voir une scène entre lui et sa mère. Alors c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais le truc c'est qu'on est à Ibiza et il y a beaucoup de scènes qui nous sont montrées, des scènes crues, qui nous sont montrées pour qu'on comprenne bien la réalité des choses. Et là, je trouve qu'ils ont un petit peu fait les choses à moitié. Il aurait fallu, je pense, montrer une scène pour nous montrer à quel point ça pouvait être macabre finalement de coucher avec sa mère. J'ai kiffé le personnage de boxeur, mais le pauvre il en a pris mais alors plein la gueule. On sent vraiment que c'est un personnage qui montre pas trop ses émotions d'habitude. Et là, il ouvre son cœur donc à Zoé, qui se trouve être un petit peu une meuf instable, hein, c'est le cas de le dire, dans le sens où elle va beaucoup se rechercher psychologiquement en quête de personnalité, et elle va essayer plein de choses, et d'où cette impulsivité au final. Sauf que lui, cette impulsivité, il la voit, mais alors direct, il en prend plein la gueule, et le pauvre, putain, des fois, en fait, il fait que du bien, parce qu'il essaie juste de rendre service, et il rend service, il le fait même très bien, je trouve, et à chaque fois, on s'en prend à lui. Désolé, boxeur, mais t'étais limite mon personnage préféré après Marcus, quoi. Le fait que ce soit Anna qui est finalement tué Axel, j'y crois pas trop. Ça m'a pas trop marqué au final, parce que je m'attendais vraiment à ce que Axel soit tué par quelqu'un qui est vraiment une dent contre lui, le tuer pour une espèce de vengeance, pour une espèce de jalousie de par son succès. Au final là, si elle le tue, on apprend juste que c'est parce que en gros elle a couché avec lui et elle a peur que Marcus, donc son mec, le sache. On fait que nous répéter depuis le début de la série que le couple Anna-Marcus est super passionné, hyper unique, et le souci c'est que moi, on a beau me le répéter, c'est pas vraiment quelque chose que j'ai
j'ai vu en fait. Alors c'est vrai qu'on le voit un petit peu quand même dans l'époque de nos jours justement, quand Marcus est déjà séparé de sa femme et qu'on voit vraiment à quel point il aime et qu'on voit aussi à quel point Anna essaie de se retenir, voilà, de pas montrer ses émotions parce qu'elle aime toujours Marcus, parce qu'elle va se marier avec quelqu'un d'autre. Mais finalement dans le passé, on nous disait déjà que c'était dès le début un couple hyper uni, hyper unique aussi, et je le voyais pas trop. Je veux dire, à partir du moment où dans un couple je pense où ta meuf ou ton mec te trompe pour quelqu'un d'autre, c'est que il lui manque un truc. Ça veut dire qu'il y a un des deux parties du couple qui n'y trouve pas tout son compte, et finalement ça rend ce couple pas trop uni et pas trop passionné, je trouve. Et donc ce que je trouve être finalement un manque de logique dans cette fameuse passion du couple, ça se répercute aussi sur le meurtre de Axel. Et encore, si ça avait été pour une autre raison, si ça avait été pour le fait de brûler justement tout l'argent, parce que ça te fout quand même la hargne quoi, tu vois, on te brûle tout l'œuvre de ta vie, là clairement oui, à la rigueur tu peux le tuer, même si je vous conseille pas trop de le faire, mais ça serait plus un mobile et on va dire plus que convaincant. Là le souci c'est que voilà, avec cette histoire d'amour, que ça soit à cause de ça finalement qu'elle ait pété un plomb, non. Et puis d'ailleurs d'où Marcus après il va exploser son meilleur pote. On est dans une scène dans la voiture où justement elle lui dit mais il a brûlé tout notre argent et tout, et Marcus lui dit et alors c'est notre pote, on fait pas ça. Et pourtant après le mec se réveille dans le coffre de la voiture, Marcus qu'est-ce qu'il fait? Il lui éclate la gueule avec la voiture, ben oui. Alors vous allez tous me dire en commentaire, je sais c'était pour justement protéger sa meuf, parce que sinon elle irait en tôle, mais quand bien même, quand tu tiens un discours justement en disant ben non c'est ton meilleur pote, tu fais pas ça et tu fais ça à personne, et que 2 minutes plus tard tu lui fais une marche arrière pour lui exploser la gueule, surtout que Marcus, il y a eu beaucoup de développement de son côté au niveau de son personnage, et on voit que c'est un mec qui est hyper loyal. Pourquoi il fait ça? Pourquoi tout simplement il a pas même cherché à essayer justement de dire à Axel écoute, on arrête ici les conneries, mais s'il te plaît dis rien, je sais pas quoi, voilà, il aurait pu très bien faire ça, surtout qu'on a très bien vu que Marcus dans la série c'était plus un mec de parole qu'un mec d'action, il adore manipuler les gens, il est aussi très malin, même s'il a pas trop de chance quand même, donc je pense que ça aurait été plus dans la lignée de son personnage, à savoir un mec qui parle beaucoup, qui est malin, mais qui physiquement va pas vraiment te faire peur ou va pas vraiment faire les choses, hein. D'ailleurs c'est Boxer qui a tué les Roumains, sinon il serait dans la merde, alors que Marcus justement pour se protéger aurait très bien pu tuer les Roumains d'une façon ou d'une autre. Il a fallu que ce soit donc quelqu'un d'autre qui le fasse, parce que Marcus est ce qu'on peut considérer comme lâche entre guillemets. J'ai bien aimé, je crois qu'il s'appelle David, j'ai trouvé super intéressant, parce que pour une fois ils ont pas centré la personnalité d'un personnage autour de son orientation sexuelle. On parle très vite fait du fait qu'il soit gay, ils en ont fait un personnage super profond, ancien héroïnomane, je crois qu'on dit ça, qui justement s'est recentré un petit peu sur la vie. Alors ça fait peut-être un peu cliché, c'est comme un petit peu l'ancien détenu qui va d'un coup devenir prêtre ou un truc comme ça pour justement se repentir de la vie. Je trouve que c'est un peu cliché peut-être de faire ça, mais ça reste un des personnages les plus profonds psychologiquement je trouve, et un des plus intéressants aussi. Dommage que la relation entre la mère et le père d'Oriol ne soit pas un petit peu plus approfondie justement. On voit clairement que leur couple est à sa fin. En plus à la fin il se fait renverser entre guillemets, et justement on nous explique que à partir de ce moment là ça a vraiment ravivé la flamme dans le couple. Mais comment, où est-ce qu'on le voit ça justement? On le voit pas trop finalement, il y a quelques dialogues mais c'est tout, c'est pas plus qu'avant. Bref, je vous parle vraiment de quelques autres personnages, mais celui dont il faut absolument parler, mine de rien, c'est quand même Axel. Axel qui est vraiment porteur de cette ligne scénaristique de cette saison. C'est le personnage qui va le plus évoluer, et c'est super intéressant justement parce que au début on va le voir comme sa sœur le voit. On va le voir comme un mec ambitieux, charismatique, sympa et prévenant, alors qu'à la fin on va vraiment se rendre compte que son père avait finalement raison, que c'est entre guillemets un délinquant, que c'est un trou du cul, que c'est un connard, pour la simple et bonne raison que son succès, sa fameuse liberté dont on parlera à la fin aussi, lui est complètement monté à la tête. Il ne sait plus qui il est, il le dit lui-même, de base il était venu pour la musique, c'est pour ça qu'il a, enfin pour ça et entre autres raisons parce qu'il a pété un plomb aussi, mais il a brûlé tous les sous qu'il avait gagnés et tout ce qu'il avait, il a tout revendu pour justement se refaire une nouvelle vie, j'ai envie de dire. Et du coup je trouve que son personnage est super intéressant parce que c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. On sent vraiment qu'il a fait le tour de sa vie, alors qu'il a genre 22 ans, un truc comme ça, et qu'il le supporte pas en fait, tout simplement. C'est pour ça qu'il a des pensées suicidaires. Du coup s'il y a une saison 2, je sais pas comment ils vont vraiment tourner ça, parce que c'était vraiment pour moi le personnage d'Axel qui portait tous les personnages, et c'était vraiment du coup le lien entre tous les personnages, vu que c'est grâce à Axel que tout le monde s'est réuni en gros. Maintenant que les autres personnages sont développés, il y a possibilité de faire une deuxième saison, et ça du coup j'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo. Bref, j'ai certainement oublié de dire plein de choses, mais en tout cas White Lines c'est une série que j'ai grave appréciée, qui a une identité unique, une ambiance qui se dégage de plein d'autres séries. Alors c'est vrai, c'est 10 épisodes de 55 minutes, c'est peut-être un petit peu long par moment, mais franchement je trouve qu'on est sur une série qui est très linéaire en termes de niveau qualitatif, et ça tombe bien que justement ce niveau qualitatif soit assez haut, parce qu'au moins on se fait pas chier pendant tous les épisodes, et il n'y a vraiment pas un épisode où j'ai senti une baisse de rythme ou autre. Une fin un petit peu moins hypante que ce que j'avais prévu, mais au final ça reste une bonne saison je trouve. Bref, dans tous les cas, pensez à vous abonner, à
lâcher le petit like qui fait plaisir si cette critique vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre personnage préféré. Pour ma part, vous le savez, Marcus et Boxer, mes deux chouchous de cette saison 1. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée, suivant à quelle heure tu regardes cette vidéo justement. En attendant les dos, prenez soin de vous. Des bisous les dos.